Eh bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir dans l'antenne des fidèles numéro 21 et nous allons parler d'un sujet assez gravissime puisque nous allons parler bien, du maréchal Pétain et de Franco, notamment des messes qui leur ont été interdites. Donc nous allons développer un peu tout ça, nous allons faire le tour des personnages parce qu'il y a beaucoup de fausseté à leur encontre. Il y a ce récit républicain qui va noircir le maréchal Pétain, mais aussi Franco. Nous allons voir que ce sont quand même deux personnages qui méritent d'être réhabilités. Peut-être pas à 100% pour Pétain, puisqu'il y a quand même des parts d'ombre, hein, mais en tout cas pour Franco. Bonsoir à toi, Yuri, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Napo, bonsoir tout le monde. Oui, je vais très bien et toi d'ailleurs? Mais écoute, ça va très bien, très bien. Pour ceux qui viennent d'arriver ce soir, comme je le disais, on va parler bien, du maréchal Pétain. Nous allons parler également bien, de Franco. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que Yuri, toi, tu as certaines connaissances sur Franco, il me semble, hein. Oui, oui, c'est très léger, mais je sais quand même, je connais quand même les grandes lignes. Je sais la guerre civile, enfin comment il a pris le pouvoir et comment la guerre civile s'est déroulée du coup dans les années 30. Après, je connais pas non plus profondément l'histoire. Mais tu vas apparemment nous faire Hmm. un petit exposé. Bah, exposé, non, mais en fait, on va retracer un peu leur vie des deux. Déjà, on va commencer par le maréchal Pétain. Après, on va voir l'actualité bien concernant ce fait-là, parce que si on fait ce live ce soir, c'est avant tout également pour rappeler que l'État se prend pour Dieu. Donc, dans la Bible, on nous dit, hein, rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais quand, bien, César se prend pour Dieu, il faut attaquer César. Il faut protéger l'Église. C'est comme les Chouans l'ont fait, ils se sont soulevés contre la République infâme qui a voulu leur retirer, bien, Dieu en se prenant pour Dieu. Donc, bien, ce soir, c'est ce qu'on va faire, puisqu'il est intolérable de laisser l'État interdire des messes pour les âmes. Parce que beaucoup, les médias dévoient un petit peu ça en expliquant que c'est en hommage à une messe en hommage. Non, non, ce n'est pas en hommage à telle personne, c'est pour le repos de l'âme de cette personne. Donc, c'est complètement différent. Et l'État vient s'immiscer comme ça dans les sacrements de l'Église, ce qui est intolérable. Et d'ailleurs, je pense que la conférence des évêques devrait se lever et proclamer qu'ils n'ont aucun droit de regard sur les messes catholiques. Voilà. Parce que si on commence à accepter que l'État s'immisce pour Pétain, à la rigueur, Pétain, il est très controversé, je peux comprendre, à la rigueur, dans de grosses guillemets. Mais c'est-à-dire qu'une personne comme moi, par exemple, si je commence à être un peu plus connu, eh bien, avec mon discours anti-républicain, contre-révolutionnaire, etc., bah, la République peut dire non, cet individu, finalement, bah, il était contre la République, il apportait des idées nauséabondes, alors on refuse que l'Église lui fasse dire une messe pour son âme. Donc en fait, ça va priver énormément de Français qui ne pensent pas comme la République, bien d'avoir les recours de la Sainte Église et puis des catholiques. Donc c'est extrêmement grave. Hop, alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va avoir 3 temps, enfin 4 temps même, 5 temps même. Le premier temps, on va parler bien de la messe. Je vais faire un petit rappel de ce que c'est qu'une messe pour les défunts. Deuxième temps, je vais présenter du moins le maréchal Pétain. Et après avoir présenté le maréchal Pétain, bien nous allons lire l'actualité à ce sujet, hein, concernant le maréchal Pétain. Et puis après, nous allons voir qui est Franco, plus lire après l'actualité concernant Franco. Et puis on va en discuter comme ça entre nous, pour voir un petit peu qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Je pense que sur le chat et sur ceux qui vont nous écouter, il y a beaucoup de personnes qui ne seront absolument pas d'accord et qui vont dire oui, non, machin, Pétain a fait ceci, a fait cela. Donc ça sera intéressant, je pense. Eh bien, pourquoi j'ai voulu faire ce live? Eh bien, parce que quand la République et ses maires se prennent pour Dieu, eh bien, on doit défendre le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils n'ont pas à mettre leurs sales pattes sur ce qui est sacré, ce qui est saint. Voilà, ils ne sont pas Dieu, ils n'ont pas à nous interdire de dire des messes à des personnes. Alors, avant toute chose, une messe pour l'âme d'un défunt, ce n'est pas une cérémonie symbolique, parce qu'on a vu sur les médias, il y a beaucoup de personnes qui disaient oui, c'est une cérémonie symbolique en hommage à, comme je le disais tout à l'heure, pour telle personne, pour telle personne. Non, c'est avant toute chose pour l'âme. Donc c'est pas en souvenir ni en mémoire, c'est pour que l'âme se sauve au jugement particulier. C'est l'acte donc le plus puissant que l'Église puisse offrir pour un mort. C'est le sacrifice du Christ rendu présent à l'autel, appliqué à une âme qui a quitté ce monde et qui attend
la vision de Dieu. Rien, absolument rien, n'a plus de valeur pour un défunt qu'une messe célébrée à son intention. Car comme nous le savons, quand une âme, par exemple, même est au purgatoire, eh bien, elle ne peut plus se sauver d'elle-même, elle ne peut plus recevoir des grâces grâce à ses bienfaits à elle. Et c'est là qu'interviennent toutes les prières de l'Église souffrante sur terre et de l'Église en général, et puis des messes, etc. Donc c'est grâce à nous, eh bien, qu'on va pouvoir alléger le temps de purgatoire de ces âmes du purgatoire, ou, eh bien, au jugement particulier, réduire peut-être la sentence, ou peut-être éviter à la personne l'enfer à deux cheveux à cause de notre charité, de nos pleurs, de nos prières, etc. Peut-être que le Seigneur sera un peu plus miséricordieux. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous, c'est ce que l'Église dit également. Elle place la défunte âme dans la miséricorde du Seigneur. Donc ça, c'est un petit rappel surtout pour ceux qui ne sont pas catholiques et qui réécouteront peut-être en différé ce live, parce qu'on oublie trop souvent que la mort ne met pas un terme à la communion. Les liens naturels, eux, se brisent, mais les liens surnaturels demeurent. Quand l'Église célèbre la messe pro defuncto, elle supplie notre Seigneur d'ouvrir sa miséricorde, de purifier l'âme et de lui accorder ce qu'elle ne peut plus mériter elle-même. Car une fois passé le seuil, l'homme ne peut plus rien ajouter, plus rien compenser. Il se tient tout nu devant Dieu, et c'est là que les prières de l'Église deviennent un recours réel, concret et surtout efficace. Alors attendez, je vais mettre le chat ici pour voir en même temps s'il y a des questions. D'ailleurs, on a fêté récemment la fête des défunts, donc c'était ce 2 novembre, et cette fête nous rappelle bien que chaque année, on va prier aussi pour Pétain, pour Franco, et pour tous les méchants finalement. Parce que cette fête ne fait pas la moindre distinction entre, par exemple, même Hitler, même peu importe les méchants, même Staline ou je ne sais quoi. Voilà, on prie pour tous les défunts. Nous ne sommes pas faits pour l'oubli, nous sommes faits pour la vie éternelle. L'Église, donc, ce jour-là, met de côté les triomphes des saints pour se tourner entièrement vers tous ceux qui attendent encore leur délivrance par charité et surtout par une ultime intercession de salut. Celui qui s'abaisse pour aider l'âme qui souffre dans le feu purificateur, ce feu qui n'est pas une punition de haine, mais surtout une brûlure d'amour, ça il faut le répéter. Un désir de Dieu encore imparfait, mais irrésistible. C'est pour cela que, depuis des siècles, nos ancêtres faisaient dire des messes dès qu'un proche rendait son dernier souffle. Nous avions une conscience profonde que Dieu prenait au sérieux nos prières pour les morts, que la messe peut obtenir ce que personne ne peut arracher par ses seules forces. Et tout le cycle liturgique, et d'ailleurs on va le voir en novembre, il existe tout simplement pour nous rappeler le sérieux de la mort, la justice de Dieu, mais aussi sa miséricorde, infiniment plus grande que tous nos péchés. Parce que cet homme moderne, lui, a remplacé les messes par des hommages, par des, on a vu, cérémonies républicaines, par des discours sans âme, où l'on glorifie l'homme, mais où l'on oublie son âme. Voilà, on va glorifier ce que l'homme a fait, ses actes, ses actions, mais en fait, on ne parle jamais de l'âme, on ne parle jamais de l'après-mort. Le catholicisme, lui, eh bien, par contre, ne va pas l'oublier, parce que nous, les catholiques, nous allons prier. Le catholicisme, lui, il offre, il sacrifie. Il sait que le défunt a besoin de cela bien plus que de couronnes de fleurs qui fanent en 2 jours sur les tombes, sur les cercueils, etc. Quand on fait célébrer une messe pour un proche, on accomplit un acte de charité supérieur parce qu'on porte réellement l'âme vers Dieu. On l'aide à entrer plus vite dans la lumière, à sortir surtout de ses attaches et à guérir de ses chutes passées. Donc ce mois de novembre, j'en profite également pour dire que ce mois de novembre est là aussi pour nous réveiller, parce que nous sommes des mortels. Mais nous ne sommes pas faits pour la mort à la base. Et si nous aimons vraiment nos morts, alors la première place revient à la messe. Pas pour le souvenir, mais surtout pour secourir les âmes, nous rappeler de nos erreurs et surtout mettre le doigt sur les bonnes choses du passé. Une messe, c'est le ciel qui s'ouvre, et quand elle est offerte pour un défunt, c'est le ciel qui s'ouvre pour lui. C'est ça, en fait, la vérité catholique. Tout le reste ne seront que des discours vides. Donc, eh bien voilà. Pour la petite présentation de la messe, bon là je vous apprends rien, vous savez tous que c'est une messe, mais c'était quand même important de rappeler un petit peu tout ça, de remettre en mémoire, qu'on ne fait pas, on ne dit pas une messe en hommage, mais on dit ça pour les âmes. Il n'y a pas d'anticanonisation dans l'Église catholique. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'anticanonisation. Il n'y a à aucun moment de l'histoire, même Néron par exemple, à aucun moment l'Église a dit, non, vous n'avez pas le droit de prier pour lui parce que ceci, cela. Voilà, l'Église n'a jamais absolument dit ça. Donc on doit prier même pour nos ennemis, c'est le Seigneur qui nous le dit dans la Bible.
priez vos ennemis. Donc si on doit prier nos ennemis, eh bien, les méchants ont le droit également de recevoir des messes pour espérer une conversion au dernier moment de leur vie. C'est-à-dire, voilà, quand ils vont bientôt mourir, hein, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut les aider. Et puis au jugement particulier également. D'ailleurs, c'est une sainte dévotion, hein, je vous rappelle ici, hein, j'en profite, hein, vu qu'on est au mois de novembre, donc j'en profite pour le rappeler également, c'est que c'est une dévotion à avoir, le fait de prier pour les âmes du purgatoire, parce que le Seigneur nous fera une grande miséricorde grâce à ça, et on gagnera énormément de grâce à secourir ces âmes du purgatoire. J'ai plus les citations en tête, hein, mais vous allez trouver des citations dans l'excellent livre, c'était le livre d'or des âmes du purgatoire, où à plusieurs moments, eh bien, c'est un abbé qui a recensé des apparitions d'âmes du purgatoire à des saints, des saintes, et qui l'ont relayé dans leurs écrits. Et il y a de magnifiques citations qui expliquent bien ce que le Seigneur fait à ceux qui ont la dévotion des âmes du purgatoire. Ces âmes, comme j'ai dit, qui ne peuvent plus gagner de grâce par eux-mêmes, mais grâce, c'est bien à nous autres. C'est ça aussi l'Église catholique. Hein. C'est ça la trinité de l'Église. L'Église, comme je l'ai dit, souffrante, victorieuse, et militante sur terre. Tout à l'heure, j'ai dit souffrante, mais c'est militante sur terre, excusez-moi. Souffrante, c'est au purgatoire, et triomphante, c'est au ciel. Donc, en fait, voilà, ces trois visages de l'Église qui sont en fait tous liés, puisqu'on appartient tous au corps du Seigneur, au corps de l'Église. Le Seigneur en est la tête. Eh bien, nos prières les aident. Et eux, après, une fois qu'ils arriveront devant le Seigneur, nous aideront à leur tour, le temps qu'ils fassent leur purge. Voilà, donc, eh bien, maintenant, nous allons passer sur Philippe Pétain, dit le maréchal Pétain, parce que nous allons essayer ici eh bien, de raconter un petit peu la vérité, hein, du moins, sur le personnage, hein, parce qu'on voit beaucoup d'erreurs à ce sujet, hein, et c'est malheureux. De toute façon, vous allez comprendre très vite. On va arriver très vite sur ce sujet du pourquoi. Alors, Philippe Pétain, lui, il va naître en 1856 à Cauchy-à-la-Tour, dans le Pas-de-Calais. Donc, c'est un gars du Schnorr. On le sait, à cette époque-là, c'est les mines, c'est le travail très difficile, c'est la mortalité des anciens, voilà, les parents, les grands-parents qui meurent très tôt à cause de tous les trucs ingurgités dans la mine. Hein. Donc, dans une famille de paysans profondément catholiques. Une France donc rurale, une France pieuse, où l'on respecte surtout l'ordre naturel, l'autorité, la terre et la croix. Rien ne le destine alors à devenir la figure la plus clivante du XXe siècle. Donc, quand Pétain arrive à Verdun le 25 février 1916, l'armée française est au bord du gouffre. En quelques semaines, il impose 2 doctrines. D'ailleurs, des doctrines révolutionnaires, pour le coup. Il va imposer le feu tue, c'est-à-dire qu'on va bombarder massivement avant d'envoyer les hommes, puisque avant ça, en fait, eh bien, la République allait envoyer les hommes se faire découper. Hein, voilà, il les envoyait comme ça à l'abattoir. Là, Pétain dit non, on va bombarder en masse parce que le feu, il va tuer. Et après, on va envoyer des hommes pour terminer le travail, entre guillemets. Donc, on ne va pas s'obstiner sur chaque mètre de terrain. C'est sa deuxième maxime. On va reculer si nécessaire pour épargner le sang français. Donc, en fait, là, ça va changer énormément sur les tranchées. Parce qu'on va voir également, parce qu'il va organiser aussi la voie sacrée, c'est-à-dire cette noria incessante de camions qui va ravitailler le front et va permettre la rotation des unités. Les soldats ne vont plus croupir pendant des mois dans la boue et dans les tranchées parce qu'ils vont être relevés. Ils vont pouvoir aller se reposer, aller revoir leur famille. Voilà ce que Pétain a quand même fait dans cette Première Guerre mondiale. Verdun va tenir grâce à lui. Voilà, c'est grâce à Pétain qui va remotiver toutes les troupes. C'est pour cette raison qu'on va l'appeler le grand maréchal, le vainqueur de Verdun. Même la France entière, à cette époque, hein, la presse, les évêques, les parlementaires, les familles, va le porter au plus haut. Le bâton de maréchal lui sera remis également en 1918, puis il va même entrer à l'Académie française. À ce moment-là, donc, personne, absolument personne, ne conteste qu'il a sauvé la France, alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent non, c'était un traître, un vendu, il a sauvé personne, etc. Pétain observe la Troisième République pourrir, puisque dans cette Troisième République, vous allez pouvoir voir l'affaire des fiches, etc. Troisième République qui est hautement franc-maçonne. Des scandales, de l'instabilité et surtout l'influence écrasante des loges maçonniques dans l'État. Il est d'ailleurs l'un des rares, avec des monarchistes, des royalistes, etc., de l'Action française, il me semble, en tout cas des légitimistes et des orléanistes,
a alerté sur le réarmement allemand pendant que la gauche, elle, traite les patriotes d'alarmistes. Il n'a jamais couru après le pouvoir, ça c'est important à dire. Parce qu'à 84 ans, en 1940, on va le chercher. En 1940, on va le chercher. Et il avait déjà refusé 2 fois la présidence du Conseil avant la guerre. Le 10 juillet 1940, c'est la chambre de la Troisième République, y compris les radicaux socialistes anticléricaux, qui vont voter les pleins pouvoirs à Pétain. 569 voix pour et 80 contre. La République elle-même se suicide contre les Allemands et va lui remettre les clés de Vichy. Les clés de la France, excusez-moi. La Révolution nationale, le régime le plus catholique depuis 1789. Enfin, là, je ne mentionne pas la Restauration, etc. Hein. On parle vraiment purement président de la République. Jamais depuis la Révolution, l'Église n'a eu autant de place dans l'État, parce qu'on va y voir un retour de l'enseignement religieux obligatoire dans les écoles publiques, le crucifix réinstallé dans les tribunaux et les mairies, des fêtes religieuses redevenues fériées, des subventions massives aux écoles catholiques et surtout une politique familiale, des allocations, des médailles, la médaille des familles nombreuses. Le 13 août 1940, Pétain signe le décret qui dissout toutes les obédiences maçonniques. Voilà, c'est là le point important. C'est là le point important de Pétain, c'est quand il montre l'arnaque des francs-maçons. Parce qu'il va faire saisir leurs biens. Il va fermer les temples et va publier la liste des hauts fonctionnaires francs-maçons. C'est d'ailleurs la seule fois dans l'histoire moderne que la franc-maçonnerie est interdite en France. Et qui va la rétablir, d'après vous, totalement, dès 1943-1944, avant même la fin de la guerre? Eh bien, c'est tout simplement le général de Gaulle, par ordonnance, qui va rétablir la franc-maçonnerie aux Français. Il ne faut pas non plus oublier la stratégie secrète du maréchal parce qu'il avait un double jeu salvateur. Derrière, en fait, cette collaboration de façade qui était en fait nécessaire pour éviter que la France ne devienne une seconde Pologne. On se rappelle de Varsovie, le rouleau compresseur nazi. Hein. Donc, Pétain voulait pas ça pour la France. Pétain va donc mener une politique souterraine en 4 piliers. Empêcher à tout prix les Allemands d'occuper l'Afrique du Nord, refus des bases en juillet 40, torpillage des accords de Paris, mise en échec de l'opération Félix sur Gibraltar. Il va maintenir la virtualité de l'alliance britannique, malgré Ner's el-Kébir, Dakar et Syrie. Il va nourrir l'amitié franco-américaine avec les accords Weygand-Murphy pour ravitailler l'Afrique du Nord. Et il va reconstruire en fait clandestinement l'armée d'Afrique avec le camouflage de matériel, le plan de mobilisation secret, etc. Et Robert Paxton, historien américain, qui n'est pas suspect de sympathie pour Pétain, avait écrit dans son livre L'armée de Vichy en 1973 « L'armée d'armistice fut une des racines de l'armée française de la libération. L'attrait pétainiste armée d'Afrique contribua de manière décisive à la victoire alliée de mai 1943 en Tunisie. Fusionnée avec les FFL, les Forces françaises de libération, elle participe brillamment aux campagnes d'Italie, de Normandie et de Provence, libéra Paris et poursuivit l'ennemi jusqu'en Allemagne et en Autriche. C'est donc l'armée de Pétain, Weygand, Darlan qui libère la France, pas seulement en fait celle de Gaulle, hein, comme on veut bien nous le faire croire. Malgré donc les 400 millions de francs or par jour imposés par les Allemands, le taux de change artificiel, le blocus anglais, le pillage systématique, la population ne va pas mourir de faim. Un petit peu quand même, mais il va quand même éviter le pire. Parce que Pétain met tout en œuvre pour ravitailler cette population française. D'ailleurs, c'est Adrien Bauziel qui disait ça dans une de ses conférences, que d'après des statisticiens, des études, la perte de poids moyenne en France a été de 1 à 2 kilos durant la guerre, ce qui est un miracle comparé par exemple à la Grèce ou aux Pays-Bas qui étaient, elles, occupées et où ils ont perdu énormément de poids. Le procès de 1945 est donc un règlement de compte maçonnique. Et c'est à ça que je voulais venir, parce que, comme vous le savez, Pétain a attaqué la franc-maçonnerie, a montré que c'était un ennemi et qui était voué à détruire la France. Et donc, il l'a supprimé. C'est pour cette raison que la franc-maçonnerie, dès qu'elle récupérera ses droits, va mettre tout en œuvre pour détruire Pétain et pour obscurcir son histoire, tout simplement. Obscurcir, en fait, comme ils le font avec l'Ancien Régime, tout simplement. Le procès donc de Pétain fut quant à lui expéditif. La défense a été bâillonnée, les témoins à des charges ils ont été refusés.
Le verdict était connu également d'avance. Un des jurés, Petrus Faure, qui avait voté la mort en 1945, publiera 20 ans plus tard un procès inique pour dire qu'il regrettait et que Pétain avait été condamné à tort, ce que disent les résistants eux-mêmes. Par exemple, André Figueras, médaille de la Résistance et croix de guerre, dira « Sans Pétain, la France n'aurait été qu'un vaste camp de concentration où pâtissaient 40 millions d'otages. Grâce à Pétain, ceux qui partirent rejoindre la France libre ne prirent de risque que pour eux-mêmes. C'est lui qui, en protégeant la France occupée, a permis la France libre. » Et le colonel Rémy, compagnon de la Libération, dira « Le jour viendra où le sacrifice du maréchal lui sera compté en lettres d'or et comptera davantage encore pour sa gloire que la victoire de Verdun. » Le colonel Henri Dumière, résistant, dit également « C'est le maréchal Pétain qui a préparé la revanche sur l'armée allemande. Cette revanche fut préparée dès l'entrée en vigueur de l'armistice sauveur. » Donc, eh bien, vous comprenez ici que Pétain a agi en secret, puisque vous imaginez bien que si Hitler avait su ce que faisait Pétain en souterrain, je peux vous dire que la France, elle se serait fait exploser la gueule. Donc il devait agir en toute discrétion. Il savait ce qui se passait en Afrique du Nord, il ne pouvait pas trop s'immiscer à 100%, mais il avait déjà envoyé Végan en Afrique du Nord pour organiser tout ça à sa place. Donc voilà. Et puis la franc-maçonnerie, comme je le disais, va adresser un constat horrible sur lui. Et on va se fixer, parce que là on va parler de Pétain et la question juive, on va se fixer sur cette question juive, parce que la question juive a fini par phagocyter finalement tout le débat sur Vichy d'après, encore une fois, Maître Adrien Abosi, qui a apporté de nombreuses explications sur cette question et sur Pétain. C'est arrivé au point qu'on ne parle plus que de ça, alors que c'était loin d'être le centre de gravité du régime, ni de la guerre. Les lois anti-juives d'octobre 1940 et de juin 1941, statut des Juifs, sont là par contre pour le coup antérieures à toute pression allemande sérieuse sur ce sujet en zone non occupée. Elles sont donc là une initiative française inspirée par une tradition antisémite nationale, comme l'affaire Dreyfus, écrite de Drummond, etc., et par le désir de certains collaborateurs de purger l'appareil d'État. Pétain va signer ces textes, mais il ne les rédige absolument pas et ne les pousse pas personnellement. Il les laisse passer dans un contexte où il pense pouvoir contenir surtout la situation pour éviter le pire. Dès que les Allemands, par contre, vont durcir réellement les exactions contre les Juifs en 1942 avec l'étoile jaune en zone occupée, les RAF ou les déportations, Vichy va freiner systématiquement toute cette horreur et ces exactions. Refus répété donc de livrer les Juifs français de souche. Seuls, par contre, les Juifs étrangers ou apatrides sont livrés en masse en 42-43, ce qui est déjà une horreur, mais le régime protège officiellement les Juifs français. Protection active de dizaines de milliers de Juifs en zone sud jusqu'en novembre 1942. Nombreuses interventions discrètes, par exemple comme les cartes d'alimentation, les faux papiers, les placements en zone rurale, etc. pour protéger les Juifs. Et d'ailleurs, le cardinal Garlier, archevêque de Lyon, déclare publiquement en 1942 « Les Juifs sont nos frères » et va organiser leur sauvetage avec l'accord tacite de Vichy. Le bilan chiffré, souvent occulté, environ 75 à 80% des Juifs présents en France en 1940 vont survivre. C'est le taux le plus élevé d'Europe continentale occupée. En Hongrie, en Hollande, en Pologne, 80 à 90% des Juifs sont quant à eux exterminés. En France, 80% des Juifs français de souche survivent, même en tenant compte des déportations de 42 et de 44. Donc Adrien Abosit le dit clairement que résumer l'époque à ça n'a aucun sens, puisque le régime de Vichy n'est pas un régime antisémite obsessionnel comme le Troisième Reich. L'antisémitisme d'État existait, ça tout le monde est d'accord, il est réel, il est condamnable, mais il n'est pas le moteur principal de la révolution nationale qui est avant tout catholique, traditionnaliste, antimaçonnique et anticommuniste. Enfin, la doxa actuelle, depuis les années 80 et surtout Paxton, plus le procès Papon, plus le discours de Chirac en 95, a fait de la Shoah le seul prisme pour juger Vichy, au point en fait d'effacer tout le reste, notamment le ravitaillement, la reconstruction clandestine de l'armée, la protection relative de la population française, le double jeu, etc., etc. Oui, il y a des lois anti-juives françaises, oui, c'est une tâche indélébile. Non, Vichy n'est pas co-responsable au même degré que le Reich, et non, Pétain n'est pas l'organisateur de la solution finale en France. Faut pas non plus tout mélanger. Voilà, Pétain n'est pas nazi. Le régime applique des mesures discriminatoires, mais il freine autant qu'il peut la déportation des Juifs français quand les Allemands la veulent totale. Les nazis sont pour la déportation totale.
C'est donc une politique du moindre mal dans un contexte où la France n'a plus d'armée et où la moindre dissidence ouverte aurait signifié l'occupation totale et l'écrasement immédiat de la France. D'ailleurs, on verra cette photo emblématique où Hitler vient serrer la main de Pétain à la défaite. Voilà, Pétain, certains disent oui, mais il a serré la main à Hitler. Mais en même temps, Pétain, il va pas leur dire ouais, Hitler, ouais, excuse-moi, j'ai poney là. Non, il a plus d'armée, il vient de se faire exploser, on vient de lui donner les pleins pouvoirs. Hitler, qu'est-ce qu'il fait? Il le convoque pour une poignée de main officielle et une prise de photo pour montrer au monde entier, regardez, je viens de soumettre la France. Le prochain qui bouge, ça sera le prochain sur la liste. Parce que à ce moment-là, la France, c'est quand même une grande puissance. Elle a toute une tradition derrière elle, des victoires militaires à la masse, etc., en masse. Donc, défaire l'armée française, c'est quand même quelque chose. C'est pour ça qu'Hitler s'en servira comme propagande, en serrant la main à Pétain. Et Pétain n'avait pas le choix que d'accepter, bien entendu. Cette nuance n'est donc pas une excuse. Elle est donc une véritable vérité historique que la doxa républicaine refuse d'entendre, car elle ruinerait le mythe commode du tous collabo à Vichy, tous résistants en 44. On peut donc critiquer Pétain, on peut lui reprocher des erreurs, des illusions, des lois injustes, ça c'est clair. Mais on ne peut pas nier qu'il a sauvé des centaines de milliers de vies en 1916, qu'il a évité à la France d'être rayée de la carte en 40, qu'il a interdit la franc-maçonnerie, qu'il a reconstruit l'armée qui nous a libérés, qu'il a nourri la population sous l'occupation et que la République elle-même l'a porté au pouvoir le 10 juillet 40. 1940, c'est l'échec de la Troisième République et pas l'échec de Pétain. Le maréchal a accepté d'être le bouclier, faut pas l'oublier. L'histoire vraie est en train de lui rendre justice. Elle le fera totalement de toute façon, le jour où la France aura retrouvé sa mémoire, sa fierté et surtout sa vérité. Voilà pour Pétain, on a fait un gros tour. Est-ce que tu es d'accord un peu avec tout ça, Yuri, de ce que toi tu connais de Pétain? Oui, oui, absolument. Notamment le fait, j'aimerais rajouter que les premiers camps d'internement en France n'ont pas été créés par le maréchal Pétain. Ça a été créé par la Troisième République en 1938 pour accueillir justement les Juifs, mais pas que, qui venaient d'Autriche, d'Allemagne, et aussi du coup des républicains espagnols. Donc on en parlera d'ailleurs après. Et Pétain a juste utilisé ces mêmes camps d'internement qui ont été créés par par la Troisième République. Et voilà, il a juste été dans la continuité. Les Juifs étrangers ont été mis dans ces camps d'internement. Et il faut aussi souligner que le maréchal Pétain et le régime de Vichy n'ont cessé de proposer euh, une émigration pour tous les juifs donc étrangers qui étaient dans ces camps d'internement. Et ils ont proposé comme pays d'accueil les États-Unis qui, quasiment à chaque fois, mettaient leur veto et refusaient les États-Unis d'accueillir justement ces juifs étrangers qui demandaient l'asile sur leur terre. Voilà. C'est pas faux, l'Amérique n'est pas innocente non plus dans toute cette histoire, hein. Entre ça et puis le bombardement massif qu'ils ont fait contre la France, contre notre patrimoine, contre nos églises, hein. Parce que tout le monde dit l'Axe, les Allemands, etc. Oui, il y a eu des horreurs, mais il faut pas non plus oublier les horreurs britanniques et enfin du monde anglo-saxon, américain et puis anglais, hein, parce qu'ils en ont profité pour nous bombarder la gueule et pour tuer énormément de civils. Ça a été également documenté. Donc ils ont été des libérateurs, entre guillemets, etc. Je veux bien, machin et tout, mais il faut pas non plus oublier tous les crimes qu'ils ont commis et tous les viols qui ont été commis sur les Françaises. Parce que ça, c'est très occulté également. Tous les Américains qui venaient violer dans les villages, ils étaient à moitié sous, ils frappaient à une porte, s'il y avait des femmes, des jeunes femmes, des enfants, ils venaient les violer. Donc ça, c'est pareil, hein. Il faut aussi le remettre en place et il n'y a jamais eu de tribunaux pour juger tous ces violeurs, etc., hein. Et Ça, c'est... d'ailleurs, je tiens à souligner là-dessus que l'Italie fasciste, dans toute son histoire, a violé moins de femmes. Donc les fascistes italiens ont violé moins de femmes en quasiment de 1822 jusqu'à 1943. Ils ont violé moins de femmes que les Américains et les Alliés, justement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Mais c'est quand même assez marquant. il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là, hein. Beaucoup de Françaises après-guerre qui ont dit que, voilà,
il y a des Américains qui sont venus violer leurs filles. Voilà. Alors que même des Allemands, ils les respectaient beaucoup plus que les Américains qui étaient venus censés les libérer. Hein, voilà. Et puis après, on sait très bien que l'Amérique, derrière, si elle est entrée en guerre, c'était à cause de Pearl Harbor. Hein, parce qu'elle voulait pas perdre la face contre les Japonais. C'est pour cette raison qu'elle s'est engagée dans la guerre. Hein, parce que sinon, elle nous aurait laissé dans la merde. Hein, faut pas l'oublier. Et elle savait que derrière, elle avait des intérêts également en Europe. C'est-à-dire prendre la main sur l'Europe, devenir une première puissance sur l'Europe. Parce que la France était quand même un pays très grand, hein, supérieur aux Américains. C'est nous qui sommes allés les aider pour qu'ils soient libres. Faut pas l'oublier non plus. On Donc va il y dire avait des enjeux. exactement. Et puis, de toute façon, aux États-Unis, les États-Unis pratiquaient la même ségrégation que les Allemands envers les Juifs. La pratiquaient envers les Noirs. C'est Donc vrai, c'est pas eux aujourd'hui qui vont nous faire la leçon sur certaines populations. clairement, clairement. C'est pour cette raison que là, on ne veut pas minimiser, comme je l'ai dit, hein, voilà, il y a eu des lois injustes contre les Juifs, ça c'est clair. C'est clair que, voilà, que Pétain a accepté des choses qu'il n'aurait pas dû accepter. Mais c'est pas pour autant qu'il faut inventer des choses qui n'existent pas. Je veux dire, soit on est catholique et puis on dit la vérité, soit on ne l'est pas. Donc Après, inventer, il pouvait pas refuser. Pétain pouvait pas tout à refuser. fait, il pouvait pas refuser de toute façon. Après, de toute façon, on se doit de pardonner Philippe, oui, mais en gros, c'est comme Yuri vient de dire, en fait. Est-ce qu'il avait vraiment le choix? Non, il n'avait pas le choix finalement. Lui, il essayait tout simplement de sauver les meubles, on va dire. Voilà, d'organiser bien une résistance souterraine en Afrique du Nord. Mais enfin, c'est clair, il pouvait pas lui tenir tête, je veux dire. Les gens, ils voient ça avec un prisme d'aujourd'hui. C'était pas un État libre, hein, la France sous Vichy. Hein. C'était vraiment les nazis qui contrôlaient tout de A à Z. Hein. Le dernier mot final, c'était Berlin, hein, c'était pas Paris, hein, ni Vichy. Hein. Donc il faut vraiment replacer tout ce contexte. Voilà, Pétain, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Surtout qu'il avait 84 ans, ouais, 84 ans, un truc comme ça. Donc qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, Pétain? Il va pas, Et, voilà, il a fait ce qu'il a pu, quoi. et les Juifs, quand l'Allemagne a gagné la guerre et a battu la France, les Juifs de Paris et du nord de la France, ils se sont réfugiés où? Ils se sont réfugiés dans le Bourbonnais, à Vichy. Ils sont pas Wow. partis, ils sont pas partis ailleurs, ils sont allés à Vichy, justement. Ah oui, la Première Guerre mondiale était horrible. Hein. Et d'ailleurs, il y a la République en a profité. D'ailleurs, c'est pour ça, comme on l'a parlé, la voie des deux piliers de Pétain, où il va inventer le feu où on va bombarder massivement pour envoyer des hommes. Hein. Parce que du coup, cette Première Guerre mondiale, en fait, on envoie tout le monde à la boucherie. Et on envoie surtout les Bretons. Ça, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Si, si, les Bretons, c'était de la chair à canon. D'ailleurs, la République n'est pas. Tu parlais Moi, de je camps. doute. Tu parlais de camps fondés par la Troisième République, mais la République, elle est habituée aux camps. Hein. Parce que sous les Républicains également, enfin, à la Révolution, parquer des gens pour les assassiner, les exterminer, ça, c'était monnaie courante. Hein. D'ailleurs, on peut voir la thèse de Rénal Sécher, qui explique bien ce qu'ils faisaient avec les corps des catholiques. Hein. Et puis, ils avaient parqué également des Bretons dans le camp de. Je ne me rappelle plus exactement le nom. En fait, il est laissé crever dans ce camp du typhus, etc., des maladies, camp breton qui était censé aller à la guerre. Hein. Et en fait, non. Donc, on a vu à la Première Guerre mondiale également des Bretons qui ne parlaient pas français. Parce qu'à cette époque encore, en Bretagne, on parlait pas encore, on parlait un peu français, mais vite fait. Et donc, il y a certains Bretons qui ne comprenaient pas les ordres, ils se faisaient tuer dans le dos par des républicains français. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Un grand massacre, encore une fois, suite eh bien, aux armées chouanes, cette défaite républicaine. Bon, après, ils ont gagné, mais je veux dire, voilà, cette rancune républicaine. Jésus a dit de pardonner aux gens d'aimer ses ennemis, bien entendu. Oui, il faut toujours pardonner aux gens. Bah, pardonner, c'est un grand mot, je veux dire. Ça dépend comment tu pardonnes. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier non plus. 80% des résistants étaient du Nord-Pas-de-Calais, et le Nord-Pas-de-Calais était bombardé plus que les autres. 60% des bombardements étaient faits dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça m'étonne pas, ouais. Bah après, Nord-Pas-de-Calais était proche un peu de la Belgique. Donc on sait que les Allemands étaient passés par la Belgique à la Seconde Guerre mondiale. Les Belges ont essayé de résister un petit peu, mais ils se sont fait exploser la gueule, quoi. Tu vois, quand t'as des frites en. Si tu vois, j'avais pas d'armée, quoi. J'étais des frites, quoi. Mais bon, ils ont quand même sacrifié du sang. Ah, bah, exactement. Mais après, c'est surtout que l'Angleterre, enfin le Nord-Pas-de-Calais, c'est plus proche de l'Angleterre, donc c'est plus proche du rayon d'action en fait de l'aviation anglaise. Et de la C'est pour ça marine. en fait que
Voilà, De toute exactement. façon, c'est un point clé. C'est un point clé. Parce que Nord-Pas-de-Calais, en fait, si tu veux, tu peux accéder à l'Angleterre beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un axe qui est ultra défendu par les Anglais. Et la Wehrmacht, je sais plus comment ça s'appelait, Ah, Wehrmacht. la Ouais. Wehrmacht. Walmart, c'est le magasin. Ouais, ouais, Walmart, c'est aux États-Unis. La Wehrmacht, elle avait également une bonne marine de guerre avec des bateaux de guerre, etc. Mais la marine anglaise a toujours été supérieure, puisque elle est sur une île, elle a toujours mis les gros moyens pour défendre son île. D'ailleurs, on a parlé récemment, c'était quoi, la radio du clocher, on a parlé de la tentative d'invasion durant la guerre des 7 ans avec le roi français, mais ça a échoué. Ça a échoué parce que la marine anglaise était supérieure à celle de la France, parce que nous, on n'avait pas cette tradition marine, même si en Bretagne, on était quand même on avait beaucoup plus cette tradition navale. On pouvait voir avec les corsaires, on pouvait voir avec les bateaux qui s'étaient vachement, les caravelles, etc. Il y avait un grand développement. Les barques. Les barques, non, ça c'est pour le commerce. Mais les grandes caravelles, etc., pour l'attaque, la défense, machin, etc. Enfin, après, je ne suis pas spécialiste de l'armée de la marine, hein. Mais au XIIIe siècle, quand la France va absorber la Bretagne avec le mariage de Sainte-Anne, eh bien, on peut voir que la France va profiter grandement de la marine bretonne et du savoir-faire breton avec les bateaux, etc. Ah, il rage, là, le Bourbonnais. C'est sûr que faire des pédalos, le Bourbonnais, Ah je veux oui, dire, c'est bien, c'est bien. il n'a pas été au-dessus du pédalo, quoi. Non, mais vous êtes content de vos barques, c'est bien. Mais grâce à De nous, vos on a pu pirogues. rivaliser avec les Anglais. Mais tu vois, à la guerre de 7 ans, les Français sont pris une dérouillée. Je sais plus le capitaine, le nom exact. Mais ils sont pris une dérouillée jusque dans la baie bretonne, là, un peu plus bas que la Bretagne. Et en fait, ça a motivé la France, eh bien, à développer sa marine. Et 15 ans plus tard, elle sera beaucoup plus compétitive que la marine française, que la marine anglaise. D'ailleurs, on va le voir dans les guerres contre les Américains, enfin pour la libération américaine contre les Britanniques. On va les allumer sur la mer. Vous êtes catholique? Oui, Joseph. Enfin, moi, en tout cas, je suis catholique, Yuri aussi. Bonsoir à toi, frère Onéo, ça va? Tu vas bien? Les meilleures frites du monde, les French fries. Donc, French, c'est français, hein, donc on peut dire que c'est des frites françaises, hein. Je veux dire, tu arrives en Amérique, tu dis Hello, I'm Belgium. Les mecs, ils disent c'est quoi ça, Belgium? C'est un patelin, on ne sait pas où. Par contre, tu lui dis I'm French. Ah, France. Oh, Paris. Yes, Paris. Tu vois, ils vont pas te Yes, dire oh, yes, yes, yes. Tour de Pise. Non, non. Ils vont dire Paris. Ah, je rigole, mes amis belges, hein, je rigole. Il y a une différence de pardonner ses ennemis et d'aimer ses ennemis. Bah, d'aimer ses ennemis, c'est difficile. Après, aimer son ennemi, est-ce que ça veut dire l'aimer d'amour? Je pense pas. C'est aimer, ça veut dire lui souhaiter du bonheur. Enfin, pas du bonheur, mais lui souhaiter son salut, tout du moins. Je veux dire, tu souhaites son salut. Tu l'aimes en voulant qu'il se sauve, en fait, par le repentir, etc., etc. Donc, c'est pas aimer au sens lui donner de l'amour. Après, voilà, il faut être sympathique avec lui. Je veux dire, il faut pas aller le tuer ni le massacrer, mais bon. Après, c'est une très grande question à développer par un prêtre. Je suis lillois flamand, la Belgique, le Luxembourg, le Nord-Pas-de-Calais, Picardie et la Hollande reste la Flandre, le peuple belge, les vrais francs. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller, un de ces quatre, je pense, au retour du roi, hein. Enfin, moi, je serais d'avis peut-être de faire une proposition pour aller annexer la Belgique. Alors, il faudrait annexer la Belgique, il faudrait annexer la Suisse, il faudrait annexer le Luxembourg, il faudrait annexer Andorre. Voilà, Andorre qui est, je le rappelle ici, notre petite sœur. Parce que c'est Charlemagne qui va libérer Andorre et qui va lui donner son statut très particulier. Et d'ailleurs, dans l'hymne national d'Andorre, vous pouvez voir que c'est une hymne d'ailleurs qui peut être ultra contesté à l'heure actuelle, hein, parce que vous allez écouter les paroles, hein, de l'hymne d'Andorre, vous allez halluciner, hein. Voilà, ils disent mon père Charlemagne qui défouraille les musulmans, etc., hein. C'est ça l'hymne d'Andorre, hein. Bon, il dit Pour pas ça. des foires non plus, mais Non, non, mais bon, attends, hymne. mais il y aura aussi la vallée d'Aoste à libérer, qui, je le Vallée rappelle, donc d'Aoste, c'est une région en Italie. Et Italie. avant, ils parlaient tous français là-bas, dans la vallée d'Aoste, Ah, c'est qui bizarre ça. aujourd'hui a un statut particulier en Italie. Tu vois, la traduction en français, c'est le grand Charlemagne, mon père, nous délivra des Arabes, et du ciel me donna la vie de Mexibel, notre mère. Je suis née princesse, neutre entre deux nations.
Je reste la seule fille de l'empereur Charlemagne. Croyante et libre, 11 siècles, croyante et libre, je veux demeurer. Que les forts soient mes tuteurs et mes princes, mes défenseurs. Donc on peut voir même jusqu'à dans l'hymne d'Andorre, hein, cet amour pour Charlemagne, pour le Seigneur Jésus-Christ. Et puis voilà, ils reconnaissent que les Arabes les ont malmenés dans l'histoire. Donc bon. Pour ceux qui n'ont pas entendu, nous avons fait une brève présentation du maréchal Pétain, de toutes ses actions, de tout son univers, de tout ce qui s'est passé autour. Et pourquoi on a fait ça? Eh bien parce que, comme vous avez pu le voir dans la radio du clocher, pour ceux qui ont écouté cette semaine, eh bien, une messe interdite pour Pétain à Verdun, peut-on interdire un office en France? Parce que le maire de Verdun avait pris un arrêté, alors le mec, voilà, tranquille, hein, il avait pris un arrêté interdisant la tenue d'une messe en hommage à Philippe Pétain, c'était ça, le 15 novembre 2025, mais en a-t-il droit dans une France laïque? Oui, mais sous certaines conditions strictes. 20 minutes nous explique. Donc c'est pour cette raison que, eh bien, c'était le thème de ce soir. Quand César se prend pour Dieu, quand cet État républicain te dit ouais mais ça non, lui tu peux pas dire une messe pour lui. Lui oui, lui non, lui non, lui non. Non. L'État n'a pas à se placer comme ça en juge de qui peut recevoir des sacrements. C'est complètement un scandale. Et comme je l'ai dit au début du live, j'espère que la conférence des évêques va monter au créneau face à ce scandale. Parce que c'est scandaleux. Et pour autant, on n'a pas entendu nos catholiques, nos pères, nos frères, etc. se scandaliser de ça. Est-ce que toi, ton prêtre s'est scandalisé, Yuri? Non, 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 pas du tout. Non. Après, Non c'est plus. sûr que c'est scandaleux. La République n'a pas, l'État français n'a pas à avoir un droit de regard sur les messes que pratiquent les prêtres. Surtout que c'était pas comme si que c'était un moment de glorification du maréchal Pétain. C'était juste une Ouais. messe pour le repos de l'âme du maréchal Pétain. Il y a eu aucune glorification ni rien. C'était pas une manifestation, c'était seulement et voilà, des catholiques qui ont voulu prier pour pour l'âme de Pétain. C'est pas voilà. Sachant qu'en plus, l'archevêque avait autorisé. Hein. L'archevêque a dit oui, nous allons célébrer une messe pour le repos du maréchal Pétain. Voilà. Ça aurait dû s'arrêter là. Et je crois que ça fait, 10 ans qu'il célèbre une messe comme ça pour le maréchal Pétain et où il n'y a absolument aucun problème. Seulement aujourd'hui, eh bien, vu qu'il voit que euh, l'islam est peut-être un peu trop visible sur ce qu'ils font, eh bien d'ailleurs, comme on a vu sur le plateau télé, là, il y avait une animatrice qui a expliqué que, eh bien, en prison, il y a aussi des catholiques intégristes qui posent problème. Enfin, je veux dire, des catholiques J'ai pas vu intégristes en ça. prison qui posent problème. Tu te fous de notre gueule. La meuf, elle a fumé quoi? Je veux dire, ah ouais, les catholiques intégristes en question, ils te disent, ouais, le vendredi, moi, je veux du poisson. Hein. C'est ça le catholicisme intégriste. C'est le vendredi, je jeûne. Vendredi, je veux que de l'eau et du pain. Non, mais attends, on se fout de notre gueule. Donc, du coup, il y a cette tendance à vouloir inverser un petit peu les rôles, à vouloir mettre tout le monde dans le même paquet, tous les religieux, pour pas parler exclusivement d'islam et des problèmes que pose cet islam. Donc, vu qu'on voit qu'il y a un clientélisme de la part de l'extrême gauche, de la gauche, eh bien, ils veulent également nous faire porter des espèces de responsabilités qui ne sont pas les nôtres pour eh bien dire vous rejetez Vatican II. Absolument pas, non. Ici, je suis un papolâtre, comme certains diraient, pro-Église catholique. Et donc non, je suis pro-Vatican II. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Ouais, on a compris, je crois. Oui, voilà, donc concernant ça, eh bien, elle disait ça, les intégristes, etc. Donc on voit ici une accélération, en fait, contre les catholiques. Comme je le disais, ça depuis 10 ans, cette messe est célébrée, il n'y a jamais aucun problème. Comme par hasard, aujourd'hui en 2025, il y a un maire qui se scandalise. Le maire vient de se réveiller. Le mec, je sais pas, il était bourré pendant 10 ans ou il était cryonisé, je ne sais pas. D'un coup, le mec, il serait ah, allô, ah oui, tiens, en fait, ah ouais. Non, parce qu'il y a une volonté politique derrière, encore une fois. C'est une messe en hommage à Philippe Pétain, Verdun, dans la Marne, est interdite par un arrêté du maire Samuel Hazard. Tiens, le hasard. C'est la polémique qui remet sur la table le débat sur la séparation des églises et de l'État. Avec ce culte jugé provocateur par l'édile, la question ressurgit. Provocateur. C'est scandaleux les termes utilisés ici. Avec ce culte jugé provocateur par l'édile, la question ressurgit. L'État peut-il interdire une célébration religieuse?
En France, laïcité oblige, la réponse est nuancée. Comment ça, la réponse est nuancée? C'est non, tout simplement. Que tu t'appelles 20 minutes ou pas, c'est non. Entre liberté de culte et ordre public, le bras de fer est permanent. Ce sujet est épineux car on touche à des principes fondamentaux. Le premier principe de la Constitution est la liberté de culte. Rappelle Maître Pierrick Gardien. Alors lui, il a bien choisi son métier, quoi. Il s'appelle Pierrick Gardien. Gardien et il est avocat. Enfin, il est maître. Avocat en droit public au barreau de Lyon. Protégé par la loi de 1905 et la Convention européenne des droits de l'homme, une messe est un acte de culte, alors en temps normal, impossible d'y toucher. Les personnes publiques, les maires, préfets, présidents, ne peuvent pas interférer à la liberté religieuse. Ce sont deux mondes qui ne se rencontrent jamais, si ce n'est pour l'entretien des bâtiments, par exemple. Enfin ça, on va peut-être souligner également qu'en matière d'entretien des bâtiments, hein, on peut le voir aujourd'hui, hein, la République nous a spoilé notre patrimoine, et en contrepartie, ils devaient, hein, soi-disant, entretenir ce patrimoine, et ils ne l'entretiennent pas. On voit énormément d'édifices qui menacent de tomber en ruine. Nous voyons également toutes les initiatives du patrimoine pour aller gratter de l'argent auprès des contribuables, par des taxes auprès du contribuable, ou par des tickets de grattage avec Stéphane Bern pour vendre de la loterie afin de financer des œuvres de notre héritage et de notre patrimoine, parce que l'État est incapable d'aller réparer et financer ça. Par contre, pour donner des 10 milliards en Ukraine, en Israël, etc., ou en Afrique, là, il n'y a aucun problème. Mais par contre, pour réparer notre propre patrimoine millénaire, là, par contre, ça pose problème. C'est scandaleux. Donc non, l'État, voilà, ne fait pas ça. Ça, c'est le temps normal, chacun chez soi poursuit l'avocat. La notion d'ordre public prend l'ascendant sur la liberté. Alors voilà, donc ils ont trouvé une espèce de faille dans cette loi en disant oui, mais en fait, la messe, ça va provoquer un trouble à l'ordre public. Alors qu'une messe, c'est à l'intérieur d'une église, c'est pas à l'extérieur. D'accord? On fait pas de messe en plein air, on fait une messe dans l'église. Donc en fait, c'est une faille qui a été trouvée pour détourner le principe de dire une messe à une personne qui peut faire polémique en disant non, ça va troubler l'ordre public. Mais en fait, non, c'est faux. C'est absolument faux et c'est honteux d'ailleurs d'utiliser ce principe. Mais en revanche, il y a une limite à ça, c'est la liberté d'un côté et l'ordre public de l'autre. Et la notion d'ordre public est plus importante et prend l'ascendant sur la liberté. Précise-t-il, l'ordre public, c'est le bouclier ultime, mais c'est quoi exactement? La préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la salubrité publique et plus récemment du respect de la dignité de la personne humaine. Donc là, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que si, par exemple, on va célébrer, je sais pas, Yuri est par exemple un résistant nationaliste qui est décédé il y a 40, 50 ans, machin, etc., et que des antifas disent, eh bien, nous, on va faire des actions violentes devant l'église pour éviter qu'il y ait cette messe qui soit faite pour l'âme de Yuri, eh bien, donc, le législateur peut dire, OK, on interdit la messe parce qu'il y a un trouble à l'ordre public. Voilà, tout simplement. En fait, ils ont trouvé cette faille pour dire, eh bien, on va annuler cette messe. Émunère maître gardien. Traduction. Si une célébration risque de déclencher des débordements, menacer la santé ou bafouer la dignité, l'État peut intervenir. Dans certains cas, une messe précise peut perturber l'ordre public ou porter atteinte à la dignité d'une personne. Mais attention, c'est une mesure ponctuelle, pas question d'interdire le culte catholique en bloc. Donc rien que ça, c'est scandaleux. Rien que ça, en fait, toute l'Église catholique devrait se soulever face à ce scandale. Parce qu'on se sert d'une faille, finalement, dans le droit pour mettre au-dessus de Dieu l'ordre public. Alors que l'ordre public, je suis absolument désolé, mais nous payons des impôts pour avoir une gendarmerie, pour avoir une police. Alors si l'État ne peut même pas protéger des lieux de culte, à quoi sert notre dîme? Qu'il nous rembourse nos impôts, alors dans ce cas-là. Qu'il nous rembourse tout ce qu'il nous taxe pour nous protéger, puisqu'il ne nous protège plus. Puisque même ça, ils ne peuvent pas mettre des CRS ou ils ne peuvent pas mettre des gendarmes devant l'église pour veiller à éviter des troubles d'ailleurs. Ou alors à en faire enfermer ceux qui appellent à venir troubler cette messe, tous les opposants politiques, etc. On a même vu dans un reportage une catholique, moi je suis catholique et je suis contre. Mais toi, t'es pas catholique. Tu vois, si t'es contre, t'es pas catholique. Je suis désolé. Je sais pas ce que t'en penses, Yuri. Bah, évidemment, on peut pas être contre le fait de prier pour, l'âme de quelqu'un. C'est c'est être justement, ne pas être catholique. Mais C'est pas du clairement, tout ce qu'enseigne, Jésus-Christ. c'est scandaleux.
Le Christ n'a pas dit ceux qui vont me crucifier, il faut les tabasser, il faut les égorger. Il a dit faut prier pour nos ennemis. Et il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement. Si même Dieu demande qu'on pardonne, que son Père, que lui-même pardonne de toute éternité à tous ceux qui l'ont mis sur la croix, qui l'ont... Parce qu'on rappelle le chemin de croix, on rappelle la passion du Seigneur. Toutes ces personnes qui l'ont humilié avec la couronne d'épines, toutes ces personnes qui l'ont battu au poteau, là, voilà, les mains attachées, ils l'ont fouetté. Toutes ces personnes qui l'ont humilié au Mont des Oliviers, etc. Tous ceux qui lui ont craché dessus quand il avait sa croix sur l'épaule, quand il galérait, il tombait, il ramassait, tout le monde se moquait de lui, etc. Et pour autant, le Seigneur Dieu est Dieu. Donc c'est un sang divin, on s'attaque à Dieu en personne. Et pour autant, il a pardonné à la croix. C'est ça qu'il faut comprendre, il a pardonné à la croix. Alors si nous autres, simples hommes, simples créatures, on est incapables de pardonner, on est incapable de dire une messe à une âme, même si elle était méchante, je veux dire, même si votre père vous a taloché la gueule quand vous étiez gamin, eh bien, vous pouvez lui offrir quand même votre messe. C'est ça, aimer son ennemi. C'est ça, pardonner à son ennemi. C'est que voilà, même votre violeur, voilà, celui qui vous a fracassé la gueule quand vous étiez jeune ou je ne sais quoi. Votre tueur, quand même, ça va être compliqué. Ouais, tueur, ça va être un peu plus dur, mais je veux dire, voilà, celui qui vous a fracassé la tronche, eh bien, vous devez quand même. C'est ça l'amour. Ce n'est pas pardonner dans le sens où on oublie tout. Pas dans le sens où, ouais, on a une amnésie, hop, il a rien fait, tout va bien. Non. C'est pas ça qu'on demande. C'est une justice, c'est un pardon de justice. Un arrêté préfectoral ou municipal ciblé, temporaire et justifié peut être alors appliqué. Comme pour la messe, en hommage à Philippe Pétain. Encore une fois, on dévoie le sens. On dit encore que c'est une messe en hommage à Philippe Pétain. Pour moi, dans le cas de cette messe, cet arrêté, pour risque de trouble à l'ordre public, est défendable. Mais ce qui risque de se passer, c'est le dépôt d'un référé liberté. Le juge peut se prononcer sous 48 heures en général. Si la mesure est proportionnelle, il validera l'arrêté. Sinon, il peut le suspendre. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc, eh bien, ce qui s'est passé ici, c'est que la messe a finalement été autorisée. Le maire s'est fait débouter, et heureusement, parce que ça aurait pu faire jurisprudence, et ça aurait pu servir à éviter de célébrer la messe pour telle personne, nanana. Mais c'est quand même, on commence à s'attaquer à la Sainte Messe. Les gens n'en prennent pas conscience, ça. C'est que là, on arrive à un stade de gravité. Parce qu'on va pouvoir l'interdire pour tout et n'importe quoi. Si un prêtre a une tendance un peu trop royaliste, une tendance un peu trop contre-révolutionnaire, on va pouvoir tout simplement utiliser cette jurisprudence et dire, écoutez, c'est un danger pour la République. Ça peut causer des troubles à l'ordre public. Donc ce prêtre n'a pas le droit de célébrer de messe. Je suis désolé. Donc on peut aller très rapidement. De toute façon, en matière de restriction de liberté, la République est très forte. Parce que je pense que certains sont amnésiques. Vous avez oublié l'ère Covid, avec ce petit pass où il fallait signer pour aller sortir, faire chier son chien dehors. Voilà. Et tous les Français ont applaudi pour certains. À 20h, ils applaudissaient à la fenêtre. Bravo les soignantes. Avec les casseroles. Attends. On peut voir que ça peut aller très vite. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous imaginiez que l'État vous restreindrait à ce point-là? Ne plus pouvoir aller faire chier son chien dehors, ne plus pouvoir aller acheter du PQ, ne plus pouvoir aller acheter un jouet à votre enfant parce que les rayons jouets étaient barrés. Vous n'aviez plus le droit d'aller acheter pour concurrence déloyale. Mais je veux dire, vous obligez à vous vacciner, triple dosé. Et pour une maladie, en plus, qui faisait quasiment pas de mort. Bien sûr. Quasiment. Et tout le monde l'a eu. Le pire, c'est que tout le monde l'a eu. Tout le monde a eu le Covid. Et tout le monde s'est quand même rendu compte qu'au final, c'était pas quelque chose de fou. Moi, je l'ai eu. Enfin, c'était moins pire qu'un rhume. Pire qu'une grippe, on est d'accord. On est d'accord. Mais, ouais, même pas. Grippe, c'est trop fort pour décrire. C'est moins pire qu'un rhume. C'est-à-dire que quand j'ai un rhume, j'ai le nez bouché. Là, j'avais même pas le nez bouché. J'avais juste un peu le nez qui coule. C'est incroyable quand même. Après que les vieux machins soient plus exposés, je comprends, ok, à la rigueur. S'il veut se faire double doser, vas-y, fais-toi double doser. Mais là, on nous obligeait à nous doser, quoi. C'est-à-dire, c'est scandaleux. Mais il n'y a personne qui a bronché. Si, il y en a quelques-uns qui ont dit ceci, cela, comme Philippot, par exemple. Il faut le soulever, il a fait comme des manifs contre le pass, etc. Mais les Français en général, ils ont accepté docilement. Donc, qu'est-ce que ça sera quand ça sera contre les catholiques, encore pire?
Parce qu'il y a, on le rappelle, énormément de personnes qui sont anticléricalistes encore en France et qui n'hésitent pas à dégrader nos églises, etc. Donc, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Vous pensez que l'opinion publique va vous défendre, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est ce qui arrive à Dieudonné depuis longtemps. Excuse du tout. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce qu'ils font à Dieudonné, exactement. Même si je ne porte pas Dieudonné à cœur, mais toutes ces personnes, si on ne défend pas la liberté d'expression, comme une citation le disait, lui avait pris, j'ai rien dit, lui après a pris, j'ai rien dit encore, etc. Après, ça arrivait à moi. Mais en vrai, c'est une vraie citation, une vraie expression. Enfin, je sais plus exactement comment on dit ça, mais je veux dire, c'est pour dire que, en fait, si tu défends pas dès le début la liberté d'expression parce que lui, tu considères que ses idées sont bon, c'est pas les tiennes, donc tu t'en bats les couilles, quoi. Au contraire, voilà, s'il peut se taire, c'est pas plus mal. Et tu vois, ça, déjà, rien que là, en fait, eh bien, c'est être docile, c'est faire le jeu de la République. Alors que chacun aurait le droit de s'exprimer. Sauf de blasphémer, bien entendu. Carrément, les gars. C'est ce qui arrive à Dieudonné. Est-ce que toi, t'es triple dosé, Yuri? Non, j'ai jamais été dosé. J'ai 100% toujours humain, du résisté. coup. 100% Exactement, humain. 100% humain. Et toi aussi, t'es 100% humain. 100% humain. Zéro dose. Zéro golem. Et est-ce Non, que parce que t'allais faire les tests PCR dans le nez où ils en font ce type? j'ai fait un test PCR dans le pif, ouais. Une Et seule fois? surtout, ouais, une fois, ouais, une fois. Une fois, c'était pour un pass, c'était au tout début, je devais avoir un pass pour, je crois que c'était aller bosser, mais j'avais eu un truc permanent ou un truc temporaire, c'était pour le taf, parce que je travaillais en sécurité donc dans un magasin sous l'ère Covid, hein. Donc là, c'était le spectacle. Là, c'était la folie. J'étais comme ça, derrière la caisse, comme ça, en arrière-caisse, j'étais comme ça. Hop, comme ça, hop, j'avais le masque, j'avais la visière comme un gros golem. Oh J'étais comme non, ça. la visière Ah aussi. ouais, ouais, on m'obligeait Oh d'avoir la non, c'est pas visière. Moi, je m'en bats possible. les couilles, tu sais. Oh Pendant, non. pendant 12 heures, j'étais comme ça. J'allais voir Avec la visière. la grand-mère, le grand-père, je disais, monsieur, faites attention. Je devais séparer les vieux qui s'embrouillaient parce que, ah, monsieur, lui, il est trop proche de moi et tout. Non, J'étais là, sérieux? bon, ah ouais, 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 c'était la folie. Ah, le Et sketch. après, et après, j'avais fait également sous l'ère Covid, où je faisais de la sécurité aussi. Enfin, j'étais un peu employé bâtard, on va dire. C'est-à-dire, je faisais la sécurité du magasin, mais en même temps, j'étais sur le parking et je devais désinfecter les caddies. Tu vois, j'avais le pchit comme ça, sur moi, sur mon ceinturon, sécu. Le pchit, j'arrivais, je nettoyais les caddies, je faisais mon petit parking de caddies nettoyé. Tu vois, ça paye, voilà. Ils te payent, bah, ça te fait bouffer. Et puis, mais même le pape François a dit aux gens d'aller se faire vacciner. Oui, mais ça, le pape François, il a tout à fait le droit de le dire. Je veux dire, Joseph, le pape François, c'était un vieux. Je veux dire, il avait 80 et quelques ans. Lui, il a connu les grosses maladies de l'époque en Argentine, où il y avait un manque de vaccins et où les gens mouraient. Et s'ils avaient eu ce vaccin, ils ne seraient pas morts. Donc lui, il est encore dans cette optique-là. Il est à des années-lumière de savoir ce que c'est l'arme messager, de savoir ce que ceux qui promeuvent ce vaccin ont pu dire dans le passé, c'est-à-dire avec la réduction de la population, etc. Le pape, il est à des années-lumière de tout ça. Le pape François ne regardait plus la télé également, il l'avait dit. Je ne regarde plus les télés. Il avait son journal, il lisait juste le journal, comme ton grand-père. Ton grand-père aussi l'a accepté, parce que ton grand-père, il n'est pas de cette génération. Lui, il est encore de la génération où on croit ce qu'on voit dans le journal. Pour eux, voilà, on ne peut pas leur mentir. C'est des médias, ils sont sérieux. Voilà, c'est cette ancienne génération. Donc on ne peut pas leur en vouloir, leur dire ouais, vous devez être comme nous, informés, avoir tous les sons de cloche. Ils ne vont pas sur Internet, ils ne vont pas écouter des dissidents, ils ne vont pas écouter ceci, cela. On ne peut pas leur dire que c'est leur faute. Par contre, c'est leur faute si on en est arrivé là, oui. Parce que de leur temps, quand ils étaient jeunes, ils n'ont rien fait pour arranger la situation en France. Au contraire, ils ont joui sans entrave. Ils ne se sont pas, ils ne se sont pas, euh, comment, mis en défenseur de la foi catholique et de la famille, etc. Donc ils ont permis tout ça. Mais maintenant, à leur grand âge, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir accepté de se faire double doser ou triple doser, je veux dire. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Yuri. Non, mais exactement. Après, moi, j'ai un avis, je pense, différent du tien sur le vaccin. Pour moi, il y avait rien de nocif là-dedans, même si c'est vrai, il y a eu des effets secondaires et j'ai connu des gens qui ont eu des effets secondaires sur le vaccin. Mais pour moi, le principal problème, c'était pas ça. C'est le fait d'avoir restreint la liberté, en fait, la liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit de rien faire.
si on n'était pas vacciné, on avait interdiction d'entrer dans les lieux. C'était une ségrégation, tout simplement. Comme après la Seconde Guerre mondiale, hein. Interdit aux chiens et aux Italiens, hein. Là, c'était interdit aux non-vaccinés, hein. C'est-à-dire C'est ça. aux Bourbonnais et aux non-vaccinés, quoi. Exactement. Ah oui, c'est vrai, hein. Et en plus, donc on forçait les, du coup, les restaurateurs à faire les collabos, c'est-à-dire à faire la police, c'est-à-dire qu'on doit vérifier si cette personne-là Le a bien pass, s'il son, vous son petit plaît. vaccin dans le bras, Le petit le papas. papas dans le bras. Putain, c'est fou quand même. Avec les clistés qui venaient là sur les plages, en Bretagne, là, ils venaient jusqu'à sur les plages pour mettre des amendes. Par contre, tu les vois pas aller dans les quartiers là, parce ils se défectent dessus à la vue de trois racailles. Et les préfets, c'est pareil, hein. Quand tu vas dans les camps de gitans, etc., les préfets, ils bougent pas. Ils bougent pas, les préfets, pour aller faire un truc là dans les camps de voyageurs, etc. Tu vois Oui. pas tout ça parce qu'ils se chient dessus, ils savent très bien, ils sont forts avec les faibles avec les forts. C'est toujours la même chose. Donc C'est en ça, bah, fait, eh en plus, bien, on devait faire des barbecues en boucle pendant le Covid chez les gitans. ah oui, bah, mais de toute façon, il y avait le libre mouvement chez les gitans à ce moment-là. Il n'y avait pas de passe, qu'est-ce Non, que mais tu c'était veux fou. qu'ils rien contrôler? Non, mais c'était fou. Fou. Ah non, mais je te jure, c'est ça la Et en République, hein. plus, et c'était une religion. C'était une religion. C'est-à-dire qu'en Ah fait, oui, c'était dogmatique, hein. tu t'en parlais à ton entourage, tu disais que tu voulais pas te faire vacciner ou tu n'étais pas vacciné, mais t'étais vu comme un fou, comme Ouais, un impie, comme un infidèle, comme un terroriste, en fait. C'était c'est un vrai. terroriste. Alors que techniquement, pour eux, ça changeait rien que tu te faisais pas vacciner. Parce qu'eux, ils étaient vaccinés. Donc techniquement, ils avaient rien à craindre. Et du coup, tu étais quand même vu comme un terroriste parce que tu t'as jamais voulu t'injecter du coup le vaccin dans le bras. C'est quand même dingue. Mais même sur les plateaux télé, je te dis, on nous appelait à nous tuer. Tu sais, ils appelaient à nous tuer. Ah mais s'ils vont à l'hôpital, laissez-les crever. Ils ont Bah oui, interdit à ceux qui refusaient de se vacciner, par exemple, de toucher le RSA. Ceux qui devaient, c'est vrai. ceux qui ont été licenciés parce ils voulaient pas se faire doser, il y a des régions qui leur interdisaient le RSA parce que c'était des dangers publics, parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. C'est dingue. C'est incroyable. Le pire, c'est que quand tu parles à ces personnes-là aujourd'hui, bah, pour elles, ils refusent d'en parler en fait. Ils refusent de se remémorer ce qu'ils ont fait parce qu'ils savent très bien qu'ils ont fait des choses terribles et ils ont été psychotiques pour rien. C'est-à-dire Clairement. qu'ils en ont bien conscience et du coup, ils ont honte. Ils ont honte et ils en parlent pas. Et puis certains vont dire ouais moi j'étais contre, hein. Ouais, ouais, j'étais contre. T'es les Ouais. premiers Moi je sais que j'ai eu des débats avec mes boss et tout, hein. Le patron, c'était un ancien, tu sais. Il me dit, ouais, je dis, non, non, mais moi, il faut pas faire ça, hein. Il dit, ah, si, si, je dis, non, non, faut pas faire ça, l'ancien. Fais pas ça, mon gars. Et il était omnibulé par ça. Alors, omnibulé. Oui. Après, ouais, Ah vu qu'à oui. ce moment-là, après, pour le pass sanitaire, je taffe de nuit, moi. Donc, du coup, j'étais pas sous l'obligation, donc j'étais pas obligé de me faire vacciner. Et de toute façon, je sais que je crois que ouais, mon employeur avait pris des rendez-vous. Moi, j'ai fait non. Moi, non, en fait. Tu vois, c'est hors de question. J'aurais travaillé sans passe de toute façon. J'aurais rien dit, j'aurais continué à travailler sans passe. Donc, vous vous en fichez que des personnes âgées meurent à cause du virus, c'est ce qui compte, c'est votre vie. Bah non, pas du tout, on l'a dit, hein. C'est pas parce que des personnes âgées vont mourir à cause du virus qu'on leur refuse de se vacciner. S'ils veulent se vacciner, elles peuvent très bien se vacciner. Moi, ça me dérange pas. Je vois pas Voilà, pourquoi. exactement. On leur Voilà. empêche pas, nous. Moi, je ne les On empêche a pas. Par contre, on on a les pas m'empêche, dedans. moi, de ne Oui. pas être maître de mon corps. Parce qu'on se rappelle, hein, mon corps, mon choix avec l'avortement, alors que l'enfant ne fait pas partie de la femme, hein. L'enfant est un être humain à part, c'est un zygote avec son propre ADN. Là, par contre, mon corps, mon choix, ça existe. Par contre, nous qui refusions de se faire triple doser, double doser, et qui refusions ce pass sanitaire qui nous empêchait de circuler, là, par contre, c'est nous le danger, voilà. Là, voilà, c'est scandaleux quand même, hein. Alors, une messe interdite, c'est très rare. En effet, pendant la pandémie, le Conseil d'État a annulé l'interdiction totale des messes. Ça aussi, hein, ça, on n'en a pas parlé, hein. Mais c'est vrai que sous cette mascarade covidienne, les messes étaient interdites. Et la conférence des évêques n'a pas moufté encore une fois. Les prêtres en France, Exactement. les églises dans le monde, le Vatican n'a pas moufté. Oui, Là, j'en ai par eu, contre, je le confesse d'en avoir.
Je confesse d'avoir été dans une messe illégale pendant le Covid. Ouais, il y avait des messes illégales, ça on est d'accord. Ça, heureusement qu'il y a des prêtres qui célébraient quand même, ils s'en foutaient, mais c'était plutôt rare quand même. On va pas l'oublier. C'était plutôt rare. La majorité s'est bien soumis. D'ailleurs, on a retrouvé ces mêmes prêtres 68 heures, encore une fois, hein, qui ont abandonné toute politique et toute influence politique de l'Église catholique en France, à courber les chines et à refuser de s'engager pour le bien commun, tout simplement. Ils se sont désengagés de la politique. C'est malheureux, hein, mais bon. Je pense qu'on a une génération qui va se relancer. On voit des prêtres jeunes qui se relancent dans la politique, et c'est tant mieux. Par exemple, l'abbé Raffray, l'abbé Romain également. Bon, il est plus tout jeune non plus, mais on voit quand même que c'est des prêtres jeunes par rapport à ceux qui ont 80 ans, qui se repositionnent politiquement. Après, c'est pas non plus dans la politique. Ouais, bah, de toute façon, ils n'ont pas le droit le droit canon interdit de faire de la politique en tant que prêtre. Ça a été, je crois que c'était après la Seconde Guerre mondiale, les prêtres étaient interdits d'aller dans des partis politiques. C'est dommage. Ça devrait être abrogé, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité impérieuse que des prêtres s'engagent dans la politique. Alors donc, pour Maître Gardien, la messe organisée par l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain est surtout une provocation. Ils savent très bien que ça ne va pas passer. Ils veulent surtout faire du bruit, se faire de la pub. Alors, donc, du coup, se mettre à tort, hein, Maître Gardien, il a totalement tort, puisque ça a été débouté en justice. Donc, finalement, la messe a bien eu lieu. Ah. En attendant, l'association persiste et indique vouloir saisir en référé le tribunal administratif, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à suite à ça, comme je viens de le dire, le juge a autorisé finalement la messe. Donc, la messe a bien eu lieu. Par contre, le président de l'association, c'est lui qui a mangé. Parce que là, il est sous le coup d'une contestation de crimes contre l'humanité. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ils lui ont collé ça sur le dos, donc du coup, eh bien, il va devoir aller au tribunal pour contestation de crimes contre l'humanité parce qu'il a soutenu une messe pour le maréchal Pétain. Après, c'est peut-être pour les propos qu'il a eus avec les journalistes, non? Peut-être C'est aussi, pas ouais. pour ça? Je ne sais pas exactement toute l'histoire de ce qu'il a, de tous les propos qu'il a dit. En tout cas, je l'ai entendu, mais je crois que c'est quand même un peu abusé, hein, la qualification qu'ils lui mettent sur le dos, quoi. Mm. C'est-à-dire, le mec, il a jamais rien nié, quoi. Je crois qu'il a dit. Non, je crois que c'est parce qu'il a dit que. D'ailleurs, il a dit comme Zemmour a dit. Le maréchal Pétain a sauvé des juifs. Voilà, pour avoir dit ça, eh bien, c'est contestation de crimes contre l'humanité. Mm. Et Ah, Zemmour aussi avait été condamné pour ça. Pour avoir dit sur un plateau télé que. Enfin, je crois qu'il avait pas été condamné, au final, ça avait été débouté. Je crois qu'ils avaient fait appel de ça. Et je sais pas si c'était rendu entre temps, mais en tout cas, voilà, il était passé devant les tribunaux pour avoir dit ça. Voilà. Alors que quand on regarde l'histoire, c'est un fait. C'est-à-dire, 80% des juifs bah français oui, ont oui. été sauvés par Pétain, quoi. Bah, c'est incontestable. Alors, donc nous avons vu l'affaire Pétain, nous avons vu ça en entier. Nous avons vu donc le fait d'actualité sur le refus de cette messe. Nous avons appris un peu plus sur Pétain, le maréchal Pétain, ce qu'il a pu faire, euh, toutes les initiatives qu'il a prises, etc. J'espère en tout cas que cette première partie sur Pétain vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses, que peut-être vous allez revoir votre jugement envers le maréchal Pétain. Et si vous avez eu des mauvaises pensées ou que vous avez participé, par exemple, eh bien, à la calomnie contre le maréchal Pétain, il n'est jamais trop tard pour bien faire une petite prière pour son âme, pour son âme. Confessé. Se confesser également, oui. La calomnie, c'est un péché. Mais en tout cas, voilà, je peux comprendre que des personnes n'approuvent pas totalement Maréchal Pétain, puisqu'il restait nationaliste. Voilà, il était pour la patrie, le travail, la famille. Je crois que Et j'avais. c'est vrai il a aussi quand même collaboré avec l'Allemagne nazie. Ça, c'est vrai. Mais malgré tout, il a quand même en partie, euh, il a quand même en partie, c'est quand même grâce à lui, et grâce au fait qu'il a refusé certains accords avec les Allemands, notamment sur la démilitarisation. Il a, euh, il a quand même, comme tu l'avais dit, je crois, au début de l'émission, la France libre, quand ils sont entrés, quand ils ont libéré la France, ils ont utilisé les caches d'armes que Pétain avait fait en Afrique du Nord, justement pour libérer la France. Ah, il y avait des caches d'armes, exactement. Pour que cette armée de l'armistice, qu'on appelle l'armée de l'armistice, puisse eh bien venir en aide
à la France depuis l'Afrique. Et puis pour éviter aussi les Allemands, hein, de récupérer cette arme. Que s'ils placent un pied, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé, hein. En tout cas, si, je pense qu'ils étaient trop occupés sur les fronts russes, etc. Mais s'ils avaient mis un pied en Afrique du Nord, je peux te dire que la France, elle aurait passé un sacré sale moment, quoi. Parce que Pétain, je pense qu'il aurait été fusillé ou voire pendu, d'ailleurs. Et puis après, là c'était open bar, hein. Mais surtout, en fait, ils avaient été en Afrique du Nord, les Allemands. Il y avait eu l'opération, je sais plus comment elle s'appelait l'opération, parce que les Italiens, en fait, avaient la Libye. Et du coup, en Ouais. Libye, ils ont mené des attaques, du coup, contre l'Égypte anglaise, Mais c'était l'Égypte qui était plutôt sous dans le détroit qu'ils étaient les Allemands, non? Vers le côté est de l'Afrique du Nord, non? Où ils étaient vraiment en Afrique du Nord? Je pensais non, qu'ils bah, étaient plus vers l'Est, non? non, mais les Italiens avaient la Libye, donc entre Hmm. les colonies, entre les colonies françaises et anglaises. Et du coup, il y avait la Libye au centre, mais comme aujourd'hui, c'est pareil. Et du coup, il y a eu une opération militaire, mais je crois que c'est quand la France a envahi la zone libre, je crois que en même temps, il y a eu ouais, je crois qu'en même temps, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, justement pour éviter que l'Afrique du Nord tombe aux mains des Allemands. Parce que si l'Afrique du Nord tombe aux mains des Allemands, ils auraient pu fermer en fait le détroit de Gibraltar et ensuite essayer de fermer du coup le canal de Suez. Et là, ils auraient fermé totalement la mer Méditerranée. Et là, je pense que l'histoire aurait été complètement différente, puisqu'il y aurait, Clairement. la mer Méditerranée aurait été sécurisée et ils auraient juste eu affaire à sécuriser l'Atlantique et évidemment le front de l'Est. L'Atlantique, c'est quand même une autre histoire, hein.